Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo n'est autre que mon bilan de lecture du mois de février. Alors, je sais que là, vous devez vous dire, ma chaîne, c'est un petit peu n'importe quoi dans le sens où je vous parle, allez, là on n'est pas au mois d'avril, je vais vous parler de choses qui sont passées en janvier, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc je suis désolée si ça vous stresse, c'est que je mets parfois un peu de temps à faire le montage. Mais j'ai l'impression que vous aimez bien les bilans. Donc malgré le fait que certains sont en retard, je vous les poste quand même. Et donc celui-ci, c'est pour le mois de février. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez pour le mois de mars. Plus pour le mois d'avril, me connaissant. Mais voilà, du coup, on va commencer. Alors ce mois-ci, j'ai donc lu 1, 2, 3, 4, 5 livres au format papier et un au format numérique. Donc on va commencer tout de suite plutôt par les papiers. Et commençons par un livre qui n'est plus à présenter. Je croyais que je l'avais mis à l'envers. Qui n'est plus à présenter, donc La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, publié chez Lumen. Je l'ai enfin lu. Voilà, je l'ai enfin lu. Je crois que je vous avais dit dans un update lecture que je l'avais commencé. Je suis plus du tout sûre, mais il me semble que je vous l'avais dit, c'était au mois de décembre. J'ai un doute. Mais bon bref, le fait est que j'avais été obligée de le mettre en pause le temps de faire d'autres lectures entre temps. Je sais plus pourquoi dans ma tête j'avais dû le faire. En tout cas je voulais avoir vraiment le temps de me poser pour cette lecture. J'ai réussi à trouver le temps en question et donc me voici pour vous parler de La vie invisible d'Adi Larue. Alors La vie invisible d'Adi Larue, c'est une lecture à qui j'ai mis 5 sur 5. Pour vous faire un rapide résumé, on suit la vie de Adi. Qui est une Française qui est née dans les années 1700 et en fait arrivée à un moment dans sa vie, elle a dû être contrainte à un mariage forcé. J'espère que ma phrase a du sens. Voilà, et en fait Adi ne voulait vraiment pas perdre sa liberté et vraiment pas se marier, donc elle a par erreur invoqué un dieu qui au final était un dieu des ténèbres. Je crois qu'elle le... ouais, je crois que c'est dit comme ça. Et elle s'est retrouvée avec un pacte, donc elle a donné son âme en échange de la liberté. Et donc on a un parallèle en fait de sa vie. On la suit dans son présent qui se déroule en 2014 à New York. Mais on a aussi pas mal de bonds dans le temps. Et donc ça fait 300 ans qu'Adi vit. Et le problème d'Adi, c'est que à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, personne ne se souvient jamais d'elle. Et un jour, elle a la surprise de croiser un jeune homme à New York qui, lui, se souvient d'elle. Voilà, j'espère que c'était bien mon résumé, que vous avez tout compris. Mais voilà pour ce qui est du résumé de La vie invisible d'Adi Larue. Et donc forcément, il y a des questions qui se posent, comment ça se fait que lui se souvienne d'elle alors que vraiment... ça n'est jamais arrivé en 300 ans d'existence. J'ai adoré cette histoire, c'est une histoire qui est très contemplative, il y a beaucoup de descriptions, la plume est assez poétique, du coup je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai adoré et pour le coup je pense que c'est un livre à essayer au moins une fois dans sa vie, parce que comme je vous dis, il y a de grandes chances que ça ne plaise pas à tous, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais, il y a de très jolies citations. L'histoire est vraiment intéressante. Je crois que je vous ai déjà dit que j'ai mis 5 sur 5, mais si j'avais des choses à redire, c'est que pour quelqu'un qui a vécu 300 ans d'existence et qui a quand même parcouru le monde, c'est vrai que je regrette des passages qui auraient pu être mis ou des avis qui auraient pu être donnés sur certaines situations dans la société à l'époque. On est un peu plus concentré sur les relations humaines que sur... l'aspect historique que moi j'aurais trouvé intéressant personnellement, mais ça reste quand même un 5 sur 5 puisque comme je vous dis j'ai adoré la plume et vraiment c'est à découvrir, voilà, ça change des lectures dont on peut avoir l'habitude et en plus, bon là c'est l'édition collector mais même l'édition brochée, enfin Lumen ont vraiment fait des bijoux pour ce livre. Avant je l'avais mais là je peux pas vous la montrer puisque... depuis je l'ai vendu, hein, ça sert à rien de rester avec 2 exemplaires du même livre, à moins que, mais pour le coup là, voilà, la collector était tellement sublime que je suis restée à la collector. Donc je vous montre le jaspage. Alors celui-ci est annoté, il est annoté tout simplement parce que c'est en fait le genre de livre, si un jour je le relis, j'aime bien savoir quand est-ce qu'il a commencé à se passer des choses. Mais moi dans mes annotations, je me contente de poser les post-it marque-page, vous savez les post-it qui sont fins.
c'est tout. Je n'écris rien puisque je veux quand même garder un minimum de surprise et parfois je ne sais pas quoi écrire, à moins que ce soit des lectures en anglais, mais où là je marque les traductions. Et attention, c'est sur des post-it transparents quand je fais ça, je ne note pas sur le livre directement. C'est un stress pour moi, mais donc voilà, là c'était juste parce qu'il y avait des phrases que j'avais trouvées très jolies, que j'avais envie de garder, et au cas où j'aimerais le citer dans un post un jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et vous pouvez donc voir la beauté du jaspage, il y a un rapport avec l'histoire que je vous laisserai découvrir. Et donc je vous recommande cette lecture, en tout cas je vous la recommande pour au moins essayer ce texte, parce que comme je vous le dis, ça peut être quelque chose d'assez compliqué à lire, donc voilà. Ensuite, j'ai lu, je vous le donne pas dans l'ordre de lecture au fait, hein. Là si ça l'était pour le coup, mais c'est pas vraiment dans cet ordre là que j'ai lu les... Ah si, bref. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome de Mo Daozushi, qui n'est autre que le grand maître de la cultivation démoniaque, écrit par Mo Xiangtong-shu. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de l'auteur. Et donc, c'est un livre que j'ai encore une fois adoré. En vrai, ce mois-ci, j'avais eu vraiment de bonnes lectures, vraiment de bonnes découvertes. Et donc, le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est l'histoire de Wei Wuxian, qui est un cultivateur. En fait, en gros, c'est la cultivation, c'est un autre mot pour dire la magie, vous voyez, mais dans cet univers, ça s'appelle la cultivation. Et donc, Wei Wuxian était un grand cultivateur, puissant et redouté. Voilà le mot que je cherchais. Et Wei Wuxian est décédé. Voilà, il a été tué lors d'une prise de pouvoir, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, dans mon souvenir, il y a eu un siège, il y a eu une attaque, d'autres cultivateurs se sont regroupés pour pouvoir mettre un terme à la vie de Wei Wuxian. Et donc, quand on suit l'histoire, ça fait plusieurs années, 13 ans pour être exact, il me semble, qu'il est décédé. Et en fait, il se réincarne dans la vie d'un jeune homme qui a décidé de lui céder son corps afin qu'il le venge par rapport à une injustice. Et donc Wei Wuxian revient à la vie sous cette nouvelle identité. Mais il se rend très vite compte que même s'il a une nouvelle vie, il n'est pas totalement libéré de son ancienne vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui refont surface. Et le fait est que on le suit dans des quêtes pour protéger l'univers d'attaques démoniaques. Il va faire tout ça aux côtés du grand Lan Hongji, qui est un autre cultivateur éminent, voilà, très puissant, connu de sa génération. Et le fait est que Wei Wuxian connaît Lan Hongji, étant donné que dans son ancienne vie, voilà, ils se connaissaient bien. Je crois que j'ai oublié de dire que Mo Daozushi, le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est publié chez les éditions Bookmark. Mais je suis partenaire des éditions pour l'année 2023, donc vous aurez régulièrement, dans tous les mois en fait, dans mes bilans de lecture, des livres qui sont du coup DSP. Là pour le coup, c'en est pas un, c'est moi qui m'étais acheté cette magnifique édition d'ailleurs, comme vous pouvez voir reliée. Elle est sublime. Et même dans la version brochée, parce que vous avez des illustrations, et c'est aussi le cas dans la version brochée. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre rapidement, hein, chapitre 2, et voilà, on a des illustrations de l'histoire, de nos personnages. Voilà, il y en a plusieurs, bref. Et donc, suite à ce fameux résumé, j'ai donc adoré Wei Wuxian. Voilà, Wei Wuxian m'a fait beaucoup rire. Je l'ai trouvé très drôle, puisque de toute façon, si jamais vous lisez, vous découvrirez dans l'histoire. Ah, je m'égare. Pour commencer, je regarde énormément de K-drama. Donc énormément, je regarde quand même pas mal. Je suis pas experte, mais il y en a... Voilà, j'ai un attrait pour les K-dramas. Et si vous avez aimé le K-drama Alchemy of Souls, je sais pas si je le dis bien, mais voilà, il y a de très grandes chances que vous accrochez au grand maître de la cultivation démoniaque. Ça c'est compliqué, mais vraiment il y a de très grandes chances, parce que il y a... En fait, j'ai ressenti les mêmes vibes, ça m'a vraiment plu. Là la différence c'est que c'est une histoire chinoise et que c'est une histoire aussi MM. Voilà, les deux protagonistes de l'histoire sont des protagonistes masculins. Pour revenir à Wei Wuxian, j'ai adoré son tempérament, j'ai adoré l'humour à chaque fois, puisqu'au début, voilà, il se met dans la peau du corps qu'il possède, et donc il se crée un faux personnage.
Et c'est vrai que je l'ai trouvé très drôle dans sa façon de faire. Ça m'a aussi fait penser à notre protagoniste dans Alchemy of Souls qui n'a pas du tout la même façon de se comporter que son personnage à la base. Ouais, vraiment ça m'a rappelé, sur ce point là ça m'a rappelé aussi le K-drama. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé le système magique, ça avait l'air super intéressant, c'est plutôt vaste, plus détaillé que le K-drama pour le coup, qui n'a rien à voir, hein, ce n'est pas une adaptation, j'arrête pas de vous faire la comparaison, mais c'est parce que vraiment j'ai beaucoup aimé les deux. Ensuite j'ai même aimé Lam Gongji qui est un personnage qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sérieux, même plus froid, mais leur relation à tous les deux, on suit l'évolution, on a aussi un moment, un saut dans le temps, dans le passé de la vie antérieure de Wei Wuxian, où du coup on découvre comment les deux se sont rencontrés et quelle était la nature de leur relation. Et voilà, c'était chien et chat pour le coup, vraiment. Et c'est un petit peu encore le cas, mais on suit une évolution, on sent qu'ils s'apprécient tous les deux. Voilà, forcément, hein, c'est une histoire MM. Et donc, j'ai adoré. La quête aussi, qui a un rapport avec une intervention démoniaque. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, qui a un rapport avec ça, je l'ai trouvée super intéressante. On découvre aussi tout ce qui est aspect politique, puisque bon, Wei Wuxian posait problème pour les cultivateurs, étant donné sa puissance, et aussi parce qu'il était hérétique. Donc il utilisait le côté sombre de la cultivation. Et voilà, ça ne plaisait pas. Il existe la version animée que j'ai commencé. Et si je dois vous donner un conseil, lisez le livre avant, puisque forcément le livre est plus complet. Mais c'est super satisfaisant d'après voir les personnages. Il y a quelques changements. En tout cas, voilà, j'ai juste adoré. Et vraiment, je lirai la suite sans hésiter. J'ai mis 4,5, 4,5 sur 5 parce que quand c'est un premier tome, je suis toujours sur des réserves. Voilà, je me dis toujours, c'est quasiment un 5, hein, mais je me dis toujours, attendons de voir ce qui peut se passer par la suite, voilà. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc, 4,5. Ensuite, j'ai lu The Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette Roman, en lecture commune. Donc la lecture commune, elle s'est effectuée, on est un groupe de 4. En fait, suite à ça, il y a eu un live sur ma chaîne. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le visionner, mais c'est un live qui s'organisera une fois tous les mois où en fait, avec les filles, on choisira un livre à lire en commun. On le lit chacune de notre côté et ensuite on fait une vidéo en live pour débattre sur ce qu'on a pensé du livre. Et on l'a fait pour The Prison Healer, mais vous retrouverez pas la diffusion pour celui-ci parce que le live est beaucoup trop long, il faisait 6 heures, donc c'est vraiment énorme. Et aussi parce que c'était pas assez bien structuré, mais bon, c'est le début, c'était un entraînement. Pour la suite, normalement, ce sera mieux fait. Je sais pas si quand je posterai cette vidéo, le live de Chasseur de Flammes, si le live pour Chasseur de Flammes de Hafsa Faisal sera déjà en ligne. Je pense qu'il aura déjà été diffusé, en tout cas voilà. Chaque mois vous aurez un live sur un livre. Alors pour revenir à The Prison Healer de Lynette Noni, et c'est une lecture à qui j'ai mis 4 sur 5. Alors, The Prison Healer, c'est l'histoire de Kiba qui est en prison, dans la prison de Zalindov. Et en fait elle y est depuis qu'elle a 7 ans. Là on est 10 ans plus tard. Elle y est pour rien, mais vous découvrirez ce qui l'a conduit à être détenue. En tout cas, dans la prison de Zalindov, Kiba est guérisseuse. Elle s'occupe des malades, elle s'occupe des arrivées puisqu'elle marque les prisonniers. Et Kiba attend avec impatience le jour où sa famille viendra la libérer de cette prison. Elle communique avec elle de temps en temps par message codé. Sauf qu'un jour, qui arrive dans la prison, la reine rebelle, puisqu'il y a tout un groupe rebelle face aux dirigeants en place en fait. Donc vous découvrirez ce qu'il en est par rapport à la reine, ses origines, tout ça. Et donc elle reçoit un nouveau message de sa famille qui lui demande de surtout ne pas la laisser mourir. Sauf qu'elle est mourante justement, et pour pouvoir la maintenir en vie, le problème c'est que elle est condamnée aux épreuves du supplice. Donc c'est une épreuve pour chaque élément. L'eau, la terre, l'air, le feu, vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans son état, elle est incapable
de remporter ses épreuves, en tout cas de même essayer, et qui va prendre donc la décision de prendre sa place pour effectuer les épreuves. Si jamais elle arrive à les gagner, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici, elle pourra repartir libre, la reine aussi, et dans le cas contraire, elles mourront toutes les deux. Donc, voilà l'histoire de ce premier tome, The Prison Healer. J'ai mis 4 parce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était une lecture très agréable, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de facilité scénaristique. Là, je parle du point de vue des épreuves. Je pense à la première, pour moi, c'est des situations où tu peux pas vraiment ressortir vivant de ce genre d'événement. Donc voilà, pour moi, c'est ce genre de facilité. Je suis désolée, le cadre a sûrement dû changer parce que j'avais plus de place. Donc voilà, j'ai été obligée de vider les vidéos avant de pouvoir reprendre le tournage. Mais me voici. Donc, je vais parler de Prison Healer. J'ai regretté aussi en fait les épreuves en elles-mêmes, dans le sens où j'aurais préféré d'autres choses. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop statique. J'aurais préféré que ça soit... que ça mette plus en jeu Kiva. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des plot twists, parce que c'est vrai que tout le monde parle des plot twists, je les ai tous devinés. Mais c'est pas, comment dire, j'ai aimé l'exécution, donc c'était pas grave. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, j'ai tendance à très souvent deviner les plot twists des histoires, parce que je réfléchis beaucoup. Je me fais beaucoup de théories du complot quand je lis. Donc c'est pas si étonnant que ça que personnellement je les ai vus venir. Voilà, il y avait des choses qui me semblaient connectées. Et voilà. Au niveau des personnages, Kiva, j'ai pas trop d'avis sur elle. Je trouve que ses pensées se répètent un peu trop. Voilà, du style j'attends, j'ai reçu tel mot, j'attends qu'il vienne, nanana. Bon, des fois je la trouvais un petit peu naïve. Ensuite, dans l'histoire, il y a une épidémie. Et donc Kiva recherche l'origine de cette épidémie et comment la guérir. J'ai beaucoup aimé cette recherche en question, ce point-là. Ça m'a même plus intéressée que les épreuves, à vrai dire. J'ai beaucoup aimé cette petite enquête. J'ai beaucoup aimé les personnages de Jaren, si jamais je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai aussi beaucoup aimé la garde Nari. Mo et Type. Voilà, j'ai un petit peu aimé tous les personnages secondaires pour le coup. Et par contre, la fin. J'ai adoré la citation de fin, je vais pas vous la dire, vu que du coup c'est carrément un spoil. D'ailleurs, dans ces cas-là, je me dis, ceux qui lisent les dernières phrases, mais en fait, il y a des fois où ça rate, et où on connaît toute l'histoire du coup. Mais bon, bref. Et vu la fin, enfin vraiment la suite promet quelque chose d'intéressant. On passe à un thriller qui est As de pique de Farida Abike Iyimide, publié chez De Saxus. Alors, j'ai mis aussi un 4 sur 5 à As de pique. Bien sûr, février, c'était le Black History Month, donc de toute façon, je pense... En fait, inconsciemment, dans tous les cas, tous les mois, je lis au moins un livre écrit par un auteur afro-descendant. Mais là, c'était le mois où je voulais y penser. Et je me suis dit, pourquoi pas un livre qui dénonce le racisme. Donc je vais vous parler d'As de pique. Alors dans As de pique, on suit deux élèves. Ce sont deux élèves de terminale qui ont été élus tous les deux au préfet. Ce qui est une position vraiment très bien, surtout pour leur dossier, afin d'accéder à de grandes universités comme ils en ont envie. Et ils étudient dans un lycée quand même prestigieux. Et la particularité de ces deux élèves, qui sont donc Chiamaka et Devon, c'est que ce sont les deux seuls élèves noirs de l'académie Neves. Neves? Je sais pas comment je l'appelais moi. Nives, pardon. Voilà. Et le fait est que, bon, du coup, l'année démarre sous les meilleurs auspices avec cette position et pour leur dossier, sachant que ce sont deux très bons élèves, vraiment, ils font partie des meilleurs. Ils ont toutes leurs chances d'accéder à ce qu'ils souhaitent. Un certain as vient perturber tout cet équilibre en commençant à diffuser sur les deux élèves des rumeurs qui pourraient anéantir
tout ce qu'ils ont construit jusqu'ici. Et en fait, plus l'histoire avance et plus ça commence à être dangereux. Certaines découvertes font qu'on se demande si ça serait pas même mortel au final. Déjà, je veux faire une mention spéciale à la note de l'autrice que j'ai juste adorée. Est-ce que je peux vous lire une citation de cette note? En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, l'autrice l'a écrit pendant qu'elle faisait ses études parce qu'en fait elle explique qu'elle a grandi à Londres dans un établissement en fait fréquenté par d'autres personnes noires et donc elle avait je crois 90% des élèves qui étaient noirs et en fait l'arrivée aux études l'a vraiment perturbée puisqu'au final je sais pas si elle dit qu'elle était la seule noire mais en tout cas c'était plus le cas, elle faisait partie très clairement des minorités et elle avait vraiment la sensation d'être toujours regardée bizarrement, observée, jugée en permanence et elle a ressenti le besoin d'écrire cette histoire. En fait, elle parle dans son livre de toutes ces difficultés et pour vous dire, ça m'est aussi arrivé personnellement de fréquenter des établissements dans ma scolarité où je faisais partie des seuls élèves, en tout cas au moins afrodescendants. Et en fait, c'est très très bizarre selon l'endroit, selon l'établissement. De toute façon, en général, j'ai toujours été en minorité, mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui vous font très clairement comprendre que vous êtes différent. Voilà. Il y a des choses qui sont vraiment gênantes et elle nous parle de ça dans le livre. Et en fait, c'est très clairement pour faire écho à d'autres personnes, pour qu'on puisse se retrouver dans cette histoire. Et c'est vrai que personnellement, ça m'a fait écho. Je pense que ça peut vous faire écho à vous aussi. Et c'est la première fois que je lisais un livre où il y avait des passages où en fait ça reflétait tellement ma propre vie que c'en était, comment dire, en fait parfois je me projetais même dans les personnages. J'espère qu'en lisant cette histoire vous vous rendrez compte que malgré l'obscurité qui nous tourmente et à laquelle il nous semble parfois impossible d'échapper, non seulement les noirs peuvent avoir une fin heureuse mais ils la méritent, nous la méritons. Avec tout mon amour, Farida. J'ai adoré la lettre, vraiment, là c'est qu'un petit extrait mais... Et c'est que la fin de la lettre d'ailleurs, mais vraiment, enfin de la note, mais vraiment je vous recommande la lecture de cette note et en fait ça donne, je pense que ça peut donner espoir à ceux qui sont encore dans cette situation, ceux qui sont encore oppressés en fait et qui peuvent parfois malheureusement être confrontés au racisme. Donc dans l'histoire, si je peux la comparer, si vous avez aimé le film Get Out, qui est un film que j'ai adoré et je pense que c'est l'un des rares films d'horreur que j'ai adoré puisque en vrai... Bon, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, je ne sais pas, j'en regarde pas énormément, mais c'est vrai que la particularité des films d'horreur au début des années 90, tout ça, c'est que quand il y a un personnage noir, c'est l'un des premiers à mourir. Je crois que c'est le personnage noir, puis la blonde, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'était très très stéréotypé, et il n'y avait pas de représentation, en tout cas la représentation était vite éliminée. Et pour le coup, Get Out, c'est un film d'horreur qui traite du racisme et je vais pas vous raconter le film parce que vraiment à découvrir, il est incroyable, vraiment incroyable, je vous le recommande à 100% et c'est vrai que As de Pique, ça m'y a vraiment fait beaucoup penser et j'ai adoré. Du coup, si vous avez aimé le film, je vous recommande totalement cette lecture. Pour ce qui est du livre, j'ai trouvé que la première partie était un peu longue mais elle est importante parce que comme ça on comprend le contexte des deux personnages. Ils ont deux personnalités totalement différentes. Voilà, Chiamaka, on peut très facilement la comparer à Blair Waldorf dans Gossip Girl. D'ailleurs l'autrice explique que c'est vrai que ça fait partie de ses inspirations. Et il me semble qu'il y a aussi Pretty Little Liars et je comprends totalement puisque dans Pretty Little Liars c'est vrai que ça peut faire penser à As dans la technique, voilà, les mots, les choses comme ça. Bon là lui il utilise des textos mais bref les comparaisons sont justes. Et du coup qu'est-ce que je disais? Oui, Chiamaka. Et Chiamaka, voilà, fille très populaire dans la hiérarchie sociale. Elle est au sommet de l'échelle. Là où par contre Devon, c'est un garçon qui est très très discret, qui ne se... comment dire, qui ne se fait pas remarquer, qui est là pour la musique, passionné et qui souhaite vraiment accéder à son rêve en fait et accéder aux études qui lui plaisent. Devon est un élève qui est pauvre et qui vit, je crois qu'il vit dans un quartier. Par contre, Chiamaka est une élève qui est riche, voilà, ses parents sont riches. Et Chiamaka est métisse, je sais plus de quelle origine est sa maman, mais son papa est italien.
Et donc il y a en plus la double identité. Je pense que ça parlera à d'autres métis. Après c'est pas totalement exprimé parce que en fait je crois que c'est pas tout à fait ça. Là y a pas, on n'a pas de, comment dire, de localisation. On sait pas dans quel pays se situe cette académie, enfin cette histoire, étant donné que c'est une volonté de l'autrice. En fait c'est pour que chacun puisse comprendre que ça peut arriver partout. Donc voilà, bref. Donc j'ai trouvé que le début était un peu long, mais en fait quand on commence à découvrir qui pourrait être As, c'est juste, mais on se dit what? Pour ce qui est de la représentation, je l'ai trouvé très réaliste. Ça ne dénonce pas que le racisme, ça dénonce aussi l'homophobie, donc ça peut aussi parler aux personnes qui font partie de la communauté. J'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus de développement sur les origines d'As, sur les motivations. Et la fin, j'aurais vraiment aimé qu'on ait beaucoup plus de détails, surtout la dernière page. Mais j'espère que j'ai été claire. Voilà, j'ai aimé que ce livre dénonce le racisme. Et pour vous dire mes propres ressentis, si vous êtes sensible à ce genre de situation, c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe à lire. De toute façon, comme d'habitude dans les Saxus, au début vous avez les trigger warnings. Moi j'avoue que des fois je me suis sentie un petit peu mal parce que c'était un renvoi à ma propre vie tout simplement. Mais c'est important d'avoir ce genre de livre, je trouve. Je vous le recommande si vous avez envie de le lire, vraiment, une fois qu'on découvre un petit peu plus d'informations. Mais what the fuck, vraiment c'est juste what the fuck. C'est juste on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai stressé, vraiment j'ai stressé. Et bah c'est un petit peu le but du thriller hein. Et pour terminer, j'ai ce magnifique livre que je vous montre de plus près, qui est Les secrets des dieux égyptiens, publié chez la maison d'édition Le Héron d'Argent, que j'ai reçu en service presse. Je l'ai choisi pour un partenariat en fait. Donc par rapport à TikTok, et Les secrets des dieux égyptiens, c'est un livre qui est juste sublime. Je vais vous montrer des illustrations en même temps que je vous parle un peu du livre en lui-même. En fait, on a des parties historiques et on a de l'illustration et ça nous parle de l'histoire de l'Égypte, l'histoire des dieux, la civilisation, les dynasties, les malédictions, la culture. Vraiment, c'est super intéressant. Vous pouvez voir la beauté de ce genre d'illustration. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. C'est juste sublime. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai un attrait, comme je l'ai déjà dit sur TikTok, mais j'ai un attrait pour l'histoire de l'Égypte que je trouve juste passionnante. C'est un héritage incroyable et en fait ça recèle tellement de mystères. Je pense qu'on pourrait toujours en découvrir encore et encore et encore, et c'est fait de tellement de choses incroyables que vraiment j'adore l'histoire de l'Égypte. D'ailleurs je regrette qu'on n'ait pas plus de réécriture de mythologie égyptienne parce que là ces derniers temps c'était vraiment la mode des réécritures de la mythologie grecque. On en a eu beaucoup, je pense qu'on en aura encore beaucoup, et c'est vrai que plus de réécriture de mythologie égyptienne, il y a tellement de... Enfin même l'histoire égyptienne, il y a tellement de potentiel, ce serait super intéressant, il y a de quoi faire des choses passionnantes entre les dieux mi-animaux, mi-hommes, puis ensuite les dynasties, l'histoire de Horus, Osiris, Siris, nanani, nanana. Bref, il y a tellement de choses à faire. Et donc quand j'ai regardé les livres de la maison d'édition, je me suis dit, eh ben pourquoi pas parler un peu d'Égypte. D'où mon choix. Vous avez aussi parfois des illustrations où c'est sur double page, mais vous avez une page destinée à un bloc de texte historique, et après sinon vous avez ce genre de double page où c'est de l'histoire. Alors, on passe du coup par vraiment une grande partie d'histoire, les grands moments. On parle un petit peu de tout, et ça parle aussi même de malédiction. Je parle par rapport à celle de Toutankhamon par exemple. Et c'est vrai que j'ai mis 5 sur 5 parce que même si du coup l'histoire de l'Égypte est très vaste hein, et les parties textes sont vraiment bien construites parce que même si ce sont des textes qui sont courts, on arrive quand même à avoir l'essentiel de l'information, et je trouve que c'est une bonne base pour commencer ensuite à continuer à se renseigner sur l'Égypte
et vraiment ça passe par les plus grands moments. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande vraiment parce que vous pouvez voir que enfin, c'est un bijou. J'ai aussi bien aimé le passage sur Cléopâtre puisqu'on passe aussi par là, comment la dynastie s'est achevée avec son règne. Et bien sûr on parle du rôle des divinités. Au tout début on a un arbre généalogique, ce qu'on voit bien. On parle même de l'embaumement, de la place de la magie dans les croyances, puisque quand il y avait des malades par exemple, parfois on pensait que la magie pouvait contribuer à guérir. On sait aussi que les Égyptiens étaient vraiment bien renseignés sur la médecine. Enfin, en fait c'est passionnant de découvrir tout ce que l'Égypte avait déjà mis en place, tout ce que l'Égypte connaissait déjà, et même les coutumes, la culture, tout ça. Voilà, on parle du Nil. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est super si vous voulez découvrir ou redécouvrir des aspects de l'histoire de l'Égypte. Si vous voulez une petite chronique via une revue disponible sur mon compte TikTok. Donc voilà. Et pour terminer, je vais vous parler du premier SP que j'ai lu en partenariat du coup avec les éditions Bookmark, qui n'est autre que Nina Guerreira, le tome 1, Le tueur aux énigmes, publié dans la nouvelle collection Dark LA. Et c'est un thriller également. Voilà. C'est vrai que vous avez des thrillers ce mois-ci. C'est pas ce que je lis le plus. De toute façon, vous avez remarqué que c'est plus des histoires de l'imaginaire que je lis. Mais là, pour le coup, le résumé m'a vraiment donné envie. Je sais plus si j'ai dit pour Nina Guerreira, mais vous avez la chronique disponible sur mon compte Instagram. Mais vous avez également la revue disponible sur mon compte TikTok. Alors, voici la couverture du livre, du tueur aux énigmes. J'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5, c'était incroyable. C'est écrit par Isabella Maldonado et la particularité d'Isabella Maldonado, c'est qu'elle a été agente au FBI, ce qui est aussi le cas de notre personnage Nina Guerreira, et ça se ressent dans l'histoire parce que j'ai trouvé que c'était plutôt réaliste pour le coup. Donc Nina, en fait, elle a vécu le début de sa vie en étant pupille de l'État. En fait, dans sa jeunesse, elle a été enlevée par un tueur en série et abusée. Donc, trigger warning, si jamais il y a de la violence sexuelle et physique dans cette histoire, donc si vous y êtes sensible, je préfère vous prévenir. Elle a réussi à s'échapper et une dizaine d'années plus tard, en fait après les événements par rapport à ce tueur en série, elle a réussi à s'émanciper de l'État et elle a intégré la police, gravé les échelons et est devenue agente au FBI. Et en fait, un jour, elle fait son jogging dans un parc lorsqu'elle est agressée. Cette agression a été filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux, elle est donc devenue virale. Et qui tombe sur cette vidéo? Le tueur en série à qui elle a réussi à échapper une dizaine d'années plus tôt. Il décide donc cette fois-ci d'en finir réellement avec Nina et il sème des victimes derrière lui en faisant une espèce de de jeu aux énigmes macabres. Et j'ai adoré cette histoire parce que on a le point de vue de Nina donc dans l'affaire avec ses collègues également, ses coéquipiers, et on a aussi le point de vue de l'agresseur, ce que j'ai trouvé super intéressant parce qu'on plonge vraiment dans la psychologie criminelle. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup le true crime, voilà, je consomme beaucoup de contenu par rapport au true crime. Et si jamais ça vous plaît, je pense que cette histoire va complètement vous plaire parce qu'on plonge vraiment dans l'enquête, elle est vraiment immersive. On a vraiment envie que Nina capture ce tueur. Et donc, au début, on suit le tueur sans savoir son identité et ce que j'ai trouvé plaisant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les enquêteurs découvrent des choses sur lui, quand on est dans sa tête et dans son point de vue, les choses sont plus claires sur sa personne en fait, et j'ai bien aimé que les informations qui nous sont délivrées par ses pensées, en parallèle, les inspecteurs découvrent à peu près les mêmes, ou en tout cas sont sur cette piste, et vraiment c'était super bien fait. Les énigmes, alors moi, j'en aurais trouvé aucune, pour le coup vraiment. J'aurais vraiment pas trouvé. Et vraiment c'était génial. Et en fait ce qui est beau c'est se dire que avec tout ce qu'elle a vécu, on est face à un personnage résilient. Le maître mot c'est la résilience et ça fait aussi du bien d'avoir un personnage principal qui est une femme forte. Si vous aimez les thrillers, en tout cas je vous la recommande totalement. Mais vraiment
il y avait pas mal d'actions, je me suis pas ennuyée, j'ai vraiment pris plaisir à suivre l'enquête et à découvrir les origines de ce tueur, parce que du coup en découvrant ça, en découvrant un petit peu sa psychologie intérieure grâce à l'enquête, tout ça, on découvre quand même des trucs. Encore une fois, je me suis dit mais un truc de fou quoi. Ouais, enfin vraiment c'était incroyable. Et je crois que Nina Guerrera c'est une duologie, donc il va y avoir un deuxième tome. Et si je peux, du coup, je vous donnerai également mon avis sur le deuxième tome. Et je vous ferai une chronique des 2 livres en même temps dans une vidéo complète. De toute façon, ce sera une autre histoire, je pense, une autre enquête. Mais j'ai bien aimé la structure de l'équipe, j'ai bien aimé les coéquipiers de Nina. Aussi, cette enquête a permis de forger une entente entre tous. On a vu en fait la naissance de ce groupe d'agents. Donc vraiment, je suis très curieuse de suivre la suite de leurs aventures. Et un très bon thriller. J'espère que j'ai été claire dans cet avis. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo plus détaillée et une chronique vidéo et écrite sont disponibles sur Instagram et TikTok. Donc voilà, 4,5 pour cette lecture. Si vous aimez ça, si vous aimez ce genre littéraire, je vous la recommande. Et donc c'était la dernière lecture du mois de février que je vous présentais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, je vous laisse la liker, pourquoi pas la commenter et même pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!